Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen à retrouver chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle, je suis très content de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle émission. Une émission à 4 invités, voici le programme. On commencera en Ligue 1, la Ligue 1 qui a un nouveau leader, le RC Lens, après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Monaco. Un Paris critiqué par son entraîneur Luis Enrique et qui a des vrais problèmes offensifs, notamment, on va en parler avec Elton Mokolo. On filera ensuite rejoindre Philippe Auclair pour parler Première Ligue, parler du choc entre Arsenal et Chelsea, ces Blues qui montent comme une équipe de plus en plus intéressante en Angleterre. Et puis on fera un point sur Lucas Paqueta qui sort d'une affaire de paris illégaux et qui a encore fait parler de lui ce week-end. On ira ensuite rejoindre Ana Caro, notre spécialiste du football espagnol. Là aussi, changement de leader puisque le Barça a pris la tête. Mais on va s'intéresser surtout à l'Atlético de Madrid qui rôde derrière et qui va gérer un gros choc contre ce Barça justement mardi soir. Est-ce que l'Atlético peut lutter pour le titre ? On va poser cette question à Ana. On terminera en Bundesliga où le Bayern est lui plutôt tranquille sur son fauteuil de leader. Mais on va profiter de la présence de David pour avoir des nouvelles du dossier d'Ayot Upamecano qui ne prolonge toujours pas en Bavière. Quelle est la tendance ? On va faire le point sur ce dossier très chaud au Bayern. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. Vous pouvez retrouver Tour d'Europe en petite pastille vidéo, les meilleurs moments de cette émission sur le site d'Eurosport.fr. Et puis bien sûr, si vous êtes fanatique de football, vous avez aussi le FC Stream Team le vendredi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. On est au point sur le programme et sur le rappel. On est prêt, c'est parti. Allez, on commence ce Tour d'Europe en Ligue 1 et notre spécialiste du foot français, Elton Mokolo, est là avec nous. Salut Elton. Salut Arthur, salut à tous. Le week-end de Ligue 1 était encore intéressant à suivre. On va évidemment ouvrir une grosse fenêtre course au titre d'ici quelques secondes. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu ton attention parmi tous les faits assez marquants de cette journée ? Écoute, ça a été un week-end piégeux. C'est l'adjectif que je pourrais mettre sur ce week-end de Ligue 1. Au sortir des Coupes d'Europe, et on a bien vu que seuls Lille et Lyon ont remporté leur match en Coupe d'Europe et leur match en Ligue 1, respectivement contre Le Havre, difficilement, un peu plus facilement pour l'Olympique Lyonnais. Mais s'il y avait une image que je devais retenir, bien évidemment, ce sera au Moustoir avec Sofiane Diop face au groupe de supporters, avec aussi ses coéquipiers. Et une scène où Sofiane Diop, voilà, il vient pour comprendre les supporters après une énième défaite contre Lorient. Et dans la foulée, la réaction de Francaise qui annonce que Nice, qui a joué son premier match de la saison en Ligue des Champions, joue désormais le maintien. Donc on avait parlé de Nice les semaines précédentes, même la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises. Nice n'y arrive toujours pas, Nice est dans la difficulté. Et Nice, si on écoute son entraîneur, joue le maintien. Donc voilà, pour moi c'est l'image forte de ce week-end de Liga, même s'il y a eu d'autres images bien évidemment. Il y a eu cette action de Ligaman, il y a eu ce but de Magnetti qui a été extraordinaire à la Mino, une victoire très précieuse pour Brest. Donc autant dire qu'il y a eu de bonnes choses, mais j'ai préféré retenir Nice parce que là on parle d'un club qui encore une fois a démarré sa saison en Ligue des Champions. Elton, la Ligue 1 a un nouveau leader, le RC Lens, qui a 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain, 2 sur l'OM. Je vais même pas te laisser le temps de t'échauffer, je vais y aller directement. Est-ce qu'on va avoir une vraie lutte pour le titre cette saison ? Alors, j'ai envoyé sur le groupe de discussion Abemous Leader en parlant du RC Lens. Est-ce qu'on va avoir une lutte pour le titre ? Moi, j'ai envie de te dire factuellement oui. Ouais. Factuellement oui, à partir du moment où là, on s'approche de la trêve, de la fin des matchs allés. Aujourd'hui, le PSG est deuxième. Quand bien même le PSG pourrait repasser devant, notamment le week-end prochain, le PSG n'aurait pas fait un écart significatif. Et à partir du moment où on va plonger sur cette deuxième partie de saison, oui, on est obligé de parler de lutte pour le titre, une lutte pour le titre qui concerne pour l'instant 3 équipes. Peut-être que la logique voudrait que le PSG fasse notamment un écart progressif sur la deuxième partie de saison, mais factuellement, à l'instant T, et comme on l'a dit il y a plusieurs semaines sur le PSG qui était prenable, qui était par moments friable, les faits le démontrent, à savoir un PSG qui a perdu contre Monaco, et pour une fois, un adversaire qui en a profité, à savoir l'RC Lens, même si je pourrais te dire aussi l'Olympique de Marseille à l'occasion du match contre le Havre, mais le RC Lens, on a bien vu qu'est-ce que c'est difficile d'aller chercher cette première place, parce que mentalement parlant, c'est un autre sport.
Lens l'a fait, mais aujourd'hui, on est obligé de parler de lutte pour le titre parce qu'on ne peut pas spéculer sur l'avenir. On est obligé de s'en tenir notamment au classement. Ouais, on va parler de Lens et Marseille, mais effectivement, si on est tenté de parler de lutte pour le titre, c'est parce que le PSG fait moins bien que les saisons dernières. En tout cas, 4 points de moins à pareille époque que la saison dernière après 14 journées. Là où, par exemple, l'OM a le même nombre de points que la saison dernière. Donc, on est avant tout sur un problème, entre guillemets, lié au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé dans ce que tu as vu des Parisiens battus à Monaco? Alors, il y a deux choses qui m'ont interpellé. Déjà, la communication de Luis Enrique, pour une fois, c'est une communication beaucoup plus sévère à Ouais, l'encontre de ses joueurs. Il a parlé d'erreurs. Il a dit que le PSG ne méritait pas de remporter ce match, que Monaco avait été meilleur. Et ça, dans la communication de Luis Enrique, qui d'habitude aime bien défendre son équipe, aime bien défendre son joueur. Là, il les a mis face à leurs responsabilités. Le deuxième point, sur le terrain, pour moi, c'est le PSG qui a été plutôt à court d'idées avec ballon. Ça a été incarné par seulement 2 tirs cadrés. On ne peut pas dire que Radicki a été mis à contribution. Donc, on a vu un PSG qui, d'habitude, est capable de fatiguer l'adversaire avec ballon, est capable justement d'envoyer des vagues. Là, le PSG a été à court d'imagination. Sûrement qu'il y a un lien de cause à effet avec les absences et de Nuno Mendes et d'Achraf Hakimi qui sont les meneurs de jeu. Mais toujours est-il que le PSG n'a pas été en capacité justement de mettre un autre rythme. Et j'en veux pour preuve un symbole, à savoir Gonzalo Ramos. ouais. On l'aime bien en tant que joker. Il est capable justement d'apporter sa pierre à l'édifice. Il est rentré 14 minutes. Il a touché le total famélique de 0 ballon. Donc à partir du moment où on a un PSG qui justement son ADN, son identité, c'est d'avoir cette utilisation du ballon qui permet justement de fatiguer l'adversaire, qui permet de l'assiéger et que le PSG n'a pas justement cette qualité-là, et ben le PSG est un peu plus vulnérable. Est-ce qu'il commence justement à y avoir un vrai sujet sur l'attaque du PSG cette saison? Parce qu'on a beaucoup vanté les mérites de justement Hakimi, Nuno Mendes, du milieu de terrain exceptionnel de Vitinha notamment. Là, évidemment, il y a des absences. Doué n'est pas là, Dembélé revient tout juste. Mais ceux qui sont là, les Barcola, les Gvara, les Ramos, qui finalement n'est pas convaincant sur sa rentrée, ils sont pas au niveau qu'on attend. Bah Arthur, je vais me positionner sur la première partie de saison du PSG. C'est le point faible. C'est Ouais. le chantier du PSG sur la deuxième partie de saison. Alors oui, il y a les absences d'Ousmane Dembélé, même si il est revenu contre Monaco, il est revenu aussi également contre Tottenham. Mais Ousmane Dembélé n'est pas à 100%. Il y a la blessure de Désiré Doué et les autres joueurs n'arrivent pas à prendre le lead. Et donc on a un PSG qui n'est pas meilleure attaque de Ligue 1 et qui, même en étant meilleure attaque de Ligue des Champions, quand tu grattes un peu, tu t'aperçois que c'est davantage les milieux de terrain et les défenseurs qui font la différence. Arthur, il y a un chiffre qui est significatif. On est le 1er décembre 2025. Le meilleur buteur de la saison du PSG s'appelle Joao Neves. Ouais. Joao Neves, milieu de terrain. Joao Neves qui a loupé plusieurs matchs après une blessure. Et malgré ça, avec ses buts, Joao Neves est le meilleur buteur du PSG, toute compétition confondue. Donc il y a un problème du côté de l'attaque du PSG où il y a des performances qui sont parfois inégales et même insuffisantes. Ouais. Je fais autant référence à Barcola qu'à Kvaratskhelia, dont on attend beaucoup plus en la qualité de 12e au Ballon d'Or, en la qualité de champion d'Europe, en la qualité de joueur de classe mondiale qu'il est. Et ça va être le chantier sur la deuxième partie de saison, avoir un PSG qui est beaucoup plus conquérant en attaque avec des référents offensifs. Des référents offensifs, le RC Lens en a quelques-uns, avec notamment un Florian Thauvin qui a été brillant encore ce week-end. C'est l'équipe en forme du moment, le RC Lens. Ils ont remporté 8 de leurs 10 derniers matchs de Ligue 1. Ils ont pris 7 points de plus que le PSG sur cette période-là. On est sur le tube du moment. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais on est sur un vrai tube là du côté du RC Lens. Oui, il y a un savoir-faire quand on parle du RC Lens, un savoir-faire qu'on connaît depuis plusieurs saisons. Le RC Lens, le standard moyen, c'est top 8 de Ligue 1. Mais là, on a un sentiment que dans une Liga qui est beaucoup plus homogène, où il y a des équipes qui ont un retard à l'allumage, que ce soit le PSG, on vient d'évoquer, que ce soit Monaco, que ce soit Marseille qui est capable de se prendre les pieds dans le tapis, il y a une équipe qui en profite. Le RC Lens, à travers son entraîneur Pierre Sage, à travers son mercato qui encore hier a été payant. J'en veux pour preuve les performances de Sangaré, j'en veux pour preuve les performances de Risser dans les buts et enfin la performance décisive, importante, impactante de Florian Thauvin, Ouais. international français, champion du monde 2018, avec un doublé salvateur, un doublé qui est très important et qui permet à Lens d'être leader de Ligue 1 21 ans après. Ouais, 21 ans après, c'est énorme. L'Olympique de Marseille, de son côté, a encore manqué une occasion. Euh, Encore une fois,
faux pas du PSG. Encore une fois, l'OM est incapable d'en profiter. Il y avait déjà eu Angers il y a un peu plus d'un mois. Il y a désormais donc ce nouveau match nul. Elle est frustrante, cette équipe qui laisse échapper des points, encore une fois, dans une fin de rencontre. Frustration, c'est le mot pour parler de la performance de l'Olympique de Marseille. Attention Arthur, j'ai pas seulement envie de m'attarder sur le dernier but, mais j'ai envie de m'attarder sur le match dans sa globalité. À savoir que pendant 50 minutes, la performance de l'Olympique de Marseille à domicile face à Toulouse, qui est pas sur une bonne série, elle est insuffisante parce que Toulouse a mené rapidement. Alors oui, l'Olympique de Marseille tape le poteau avec notamment Pierre-Emile Heuberg, mais Toulouse a une énorme situation de 3 contre 1 mal négociée. Toulouse tape là-bas, pardonne-nous. Toulouse aurait pu également mener 2-0. Et donc la performance de l'Olympique de Marseille, elle est frustrante parce que on a le sentiment qu'après le but de Pierre-Emile Heuberg, ils avaient fait le plus dur. Et là, patatras, dernière action, une touche qui n'est pas forcément bien gérée du côté de l'Olympique de Marseille, notamment sur l'alignement, sur le positionnement de Geronimo Rulli. Et ben, tout ça fait que l'Olympique de Marseille perd 2 points précieux dans la course à la première place et que c'est encore une occasion loupée après le match à domicile contre Angers où déjà l'Olympique de Marseille avait l'occasion de prendre la place de leader. Ils ne l'ont pas réussi. Et là, on a le sentiment que l'Olympique de Marseille n'y arrive pas dans cette capacité à prendre cette première place et qu'un PSG ne va pas laisser beaucoup d'occasions. Et je te dis le PSG, mais non, il y a également un nouveau leader. Donc, pour l'Olympique de Marseille, c'est vraiment très frustrant parce qu'au sortir d'une belle victoire contre Newcastle, Ouais. l'Olympique de Marseille aurait dû enchaîner avec les affaires domestiques. Et là, on a un déplacement qui va être très important face à Lille qui enchaîne bien en ce moment. Ouais, on le suivra et on le débriefera très certainement avec toi, ce déplacement marseillais à Lille. Merci beaucoup, Elton, pour toutes ces analyses. Je vais y arriver. En tout cas, la lutte pour le titre, elle va certainement animer nos discussions dans les prochaines semaines. Ah bah là, on y est totalement là. Nous, on va rejoindre Philippe et la Première Ligue, où la lutte pour le titre est assez intéressante aussi. Et on te libère, Elton. Merci et à lundi prochain. Merci à toi. Allez, on poursuit ce tour d'Europe avec la Première Ligue et notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Bonjour Philippe, j'espère que tout va bien de ton côté. On va parler, comme promis, de ce choc Arsenal-Chelsea juste après, mais on est obligé, comme chaque semaine ces derniers temps, de toucher un mot de Liverpool quand même. Sacrée Ouais. semaine pour les Reds qui se termine sur une bonne note avec ce succès contre West Ham. Qui vient faire un tout petit peu oublier la gifle, l'humiliation reçue contre le PSV en Ligue des Champions. Un tout petit peu. Je dirais que d'une certaine manière, quand tu consultes la presse anglaise, quand tu vois un petit peu ce que les fans des consultants se disent de ce match contre West Ham, il y a quand même une particularité de ce match qui est signalée par tout le monde, c'est le fait que Mohamed Salah n'était non seulement pas dans l'équipe qui a commencé ce match, mais il est resté Ouais. sur le banc pendant toute la rencontre, ce qui ne lui était pas arrivé depuis avril 2024, quand Jürgen Klopp l'avait laissé sur le banc à l'époque. Et ce qui avait fait grand bruit aussi à ce moment-là, puisque Mohamed Salah avait dit si jamais on me demande ce que je pense, je vais mettre le feu à tout. Donc, pas très Ouais. content. Et là, j'imagine qu'il n'était pas très content non plus. On n'a pas eu de réaction de sa part, mais cela dit, je crois que le résultat y est pour quelque chose, bien évidemment. Ça n'a pas été du grand Liverpool, hein. Soyons francs, ça n'a pas été un match formidable. C'était plus solide défensivement, et de ce côté-là, je crois que la titularisation de Joe Gomez comme arrière droit, qui était réclamée par beaucoup de supporters en particulier, a fait du bien. Ouais. Parce qu'elle permet également de libérer Dominique Szoboszlai, qui est beaucoup plus efficace, bien évidemment quand il est plus avancé dans le jeu. Mais bon, voilà, l'essentiel est fait. Une petite brèche est colmatée. Ça ne veut pas dire que le navire, pour autant, euh, navigue aussi plaisamment qu'on le souhaiterait pour Slot et ses hommes. Le résultat est là. La manière, on s'en fiche un petit peu. Mais encore une fois, on parle beaucoup de cette décision de laisser Mo Salah sur le banc, qui est une décision Ouais. forte, hein. Tu sais, tu as peut-être vu, j'avais fait cette chronique pour Eurosport, Bien hein, sûr. où je disais qu'il avait gagné avec l'équipe de Jürgen Klopp et il perdait avec la sienne, puisque c'est bien évidemment cette saison où tout a changé. Mais là, quand il laisse Salah sur le banc, c'est quand même un signe fort, je pense, et Ouais. qui a été accepté à cause du résultat. Mais il prenait des risques, hein, parce que si jamais Liverpool se faisait taper à nouveau à West Ham sans Mo Salah dans l'équipe, je peux te garantir que les choses auraient été très, très, très compliquées pour lui. L'un des faits de match, Philippe, de cette rencontre, c'est cette exclusion de Lucas Paqueta côté West Ham.
après un second carton jaune pour une interminable contestation malgré ses coéquipiers qui essayent de le calmer. Le Brésilien, il voulait vraiment aller jusqu'au bout de son argumentation avec l'arbitre visiblement. Et il a tenu des propos forts après la rencontre, je vais rapidement les lire. Il est ridicule que votre vie et votre carrière soient affectées pendant 2 ans sans aucun soutien psychologique de la part de la fédération. Peut-être que ce comportement ridicule n'est que le reflet de tout ce que j'ai dû endurer et semble-t-il continue à endurer. Je suis désolé si je ne suis pas parfait. Philippe, il faut que tu nous refasses le point sur cette affaire de paris truqué qui a entouré le cas Lucas Paqueta. Aussi une petite précision, Lucas Paqueta, c'est 2 cartons jaunes en 2 minutes, hein, donc Ouais. encore bravo. Et il n'y a pas que ses coéquipiers qui sont venus lui donner un coup de main, il y a également Alisson, son Ouais. compatriote, qui est venu lui glisser un mot dans l'oreille. Rien à faire. Absolument, le comportement absolument scandaleux de Lucas Paqueta. Et à la limite, tu te demandes même si jamais il ne cherchait pas à se faire expulser. Très honnêtement, la pensée m'a traversé l'esprit. Il en avait Ouais. marre, il voulait sortir du terrain, il se fait expulser. Bon, ce qui était reproché à Lucas Paqueta, c'est le fait, il était soupçonné d'avoir pris des cartons jaunes volontairement, délibérément, afin de permettre à des gens qui avaient parié sur ces cartons de remporter des sommes se situant dans les dizaines de milliers d'euros. Voilà ce qu'on lui reprochait. C'est ce qu'on appelle du spot fixing, c'est-à-dire qu'on Ouais. n'essaye pas de manipuler le résultat du match, mais on manipule des faits de jeu, comme par exemple un joueur de tennis qui va faire une double faute à un moment où ça n'a pas vraiment une grosse importance, mais quelqu'un aura parié sur la double faute. Et là, on accusait donc Lucas Paqueta de s'être entendu avec des membres de son entourage, on va dire ça comme ça, pour recevoir des cartons jaunes délibérément. Bon, alors, cela dit, Lucas Paqueta, les cartons jaunes, il connaît. Il y Ouais. avait le choix, il y avait quoi faire son choix. Et l'enquête a duré, elle devait durer à peu près 3 mois au départ, elle a duré 2 ans. C'est long. Et au bout de ces 2 années, il a été blanchi des accusations faites dans le cadre de cette enquête. Mais par contre, Ok. il a bien été puni. Mais il n'a pas été puni parce qu'on avait prouvé qu'il avait bien pris ses cartons jaunes délibérément. Il a été puni parce qu'il n'avait pas collaboré avec l'investigation. Et D'accord. à cause de cela, il a donc été mis à l'amende et voilà ce qu'il dit. Et je t'avouerai que lorsque j'ai lu, moi, ces commentaires qui étaient en fait en réponse à, je crois, un article ou une citation publiée sur Sky Sports, je me suis demandé de quoi il voulait parler. Je ne vois pas en quoi l'AFA se doit de soutenir psychologiquement, entre guillemets, quelqu'un qui est quand même impliqué dans une affaire sordide. Je crois qu'il a eu du soutien de la part de son club, ça c'est tout à fait normal, mais l'AFF faisait son enquête et Lucas Paqueta, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu du grand n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi sur le terrain et c'était un petit peu du grand n'importe quoi en dehors également. Mais précisons tout de même que Lucas Paqueta n'a pas été puni ou condamné pour avoir fait ce qu'on appelle donc du spot fixing. Il a été puni pour ne pas avoir collaboré avec l'investigation sur son cas. Voilà, c'est certainement ça qui l'appuyait. Et lui, on sait aussi que son transfert à Manchester City avait été avorté un été dans le cadre de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on en pense Absolument. justement en Angleterre? Est-ce que on le présume toujours coupable, entre guillemets? Est-ce que son image a été très écornée par tout ça? Son image a été écornée, absolument. Savoir ce que les gens en pensent profondément, je crois, de toute façon, je n'ai pas vraiment dans une position de le dire et je ne voudrais surtout Oui, pas avoir des problèmes avec les avocats de Lucas Paqueta parce que j'imagine qu'il est également assermenté de ce côté-là. Mais disons que le cas était quand même troublant, on va dire ça comme ouais, ça, et qu'il a été impossible de prouver quoi que ce soit. Le fait qu'il ait refusé de participer à l'investigation n'est pas quelque chose qui plaide nécessairement en sa faveur. On verra. Mais en effet, ça a eu une conséquence, alors ça c'est indubitable, des conséquences assez graves sur la carrière du joueur, puisqu'il était en route pour Manchester City avec en fait il devait coûter environ 80 millions de livres sterling, si je ne m'abuse. Et puis ouais, à cause de cette enquête, bien évidemment, le club Manchester City n'a pas voulu prendre de risque, n'a pas voulu prendre le risque d'acheter un joueur qui tout d'un coup serait suspendu, bien comme par sûr. exemple Sandro Tonali l'a été pour Ouais, Newcastle. Tu te souviendras que Newcastle l'avait acheté à un moment où on savait déjà que Tonali était suspecté et d'avoir parié. Hein. Lui, pas d'avoir fixé, d'avoir truqué des matchs, mais d'avoir parié, ce qui est complètement interdit. Et ils l'ont fait en connaissance de cause, et le résultat, c'est qu'ils ils ont été privés de Sandro Tonali pendant un bon bout de temps. Et Manchester City ne voulait pas se retrouver dans cette même situation. Ils ont donc dit non, on n'en veut pas.
Bon, Philippe, on va repasser au terrain et à ce choc qui nous Mm. intéressait grandement dimanche, le derby de Londres, l'un des derbys de Londres entre Arsenal et Chelsea. Alors, des chocs, il y en a eu sur le terrain, des coups. Oui, En revanche, on n'a pas vu énormément de très beau football dans cette rencontre, Philippe. non, c'était un match très haché, c'était un match très physique, par moments trop physique. Ouais, Anthony Taylor a eu quelques petits problèmes pour gérer la rencontre. Il a commencé en brandissant carton jaune sur carton jaune. Je crois qu'on était arrivé à 3 cartons jaunes à la 14e minute. Tu vois, c'est quand même assez étonnant. Mais si tu veux, en Angleterre, on dit il n'y a pas d'amour perdu entre ces deux équipes. Et ça se sentait. Chelsea ouais, est une équipe extrêmement agressive. Moises Caicedo a pris un carton rouge pour bon, on ne peut pas appeler ça un tacle, hein, c'est un attentat ouais, sur c'est la une cheville de agression, ouais. Mikel Merino. Heureusement que Mikel Merino n'avait pas les crampons pris dans la pelouse parce que là, sa cheville était complètement pulvérisée. D'ailleurs, Enzo Maresca, le manager de Chelsea, a reconnu que ce carton rouge était totalement justifié. Mais c'est quand même le 7e de la saison, hein, pour Chelsea. Ça commence à faire Ouais, beaucoup, alors que nous sommes toujours au mois de novembre. Donc, il y a un match très haché, avec des fautes de part et d'autre. Peut-être que Hincapié a un petit peu de chance. Je pense que dans d'autres championnats, son coup de coude sur Chalobah aurait pu être puni de plus qu'un ouais, carton jaune. On va savoir. Mais ceci explique un petit peu cela. On avait deux équipes très remontées, une équipe de Chelsea, deux équipes qui sortaient également de grandes performances en Europe, parce qu'on a beaucoup parlé d'Arsenal et tout du à fait. Bayern, bien évidemment. Il ne faut pas oublier Chelsea et Barcelone. Ouais, Et donc, tu avais deux équipes qui sont en ce moment dans une bonne dynamique, qui se battent pour le titre, l'une contre l'autre. Et ça s'est senti dans un match d'une très très forte intensité, même si techniquement, au niveau des occasions, au niveau de la fluidité du jeu, on est un petit peu resté sur notre fin. Mais bon, c'était cela dit palpitant à regarder. Je crois que le score final, tout le monde sera à peu près d'accord qu'il reflétait plus ou moins l'équilibre des forces, avec un Chelsea qui avait très très bien commencé la rencontre, excellent en termes de match, ouais, avant cette expulsion, et ensuite Arsenal qui est revenu dans la rencontre, et tout compte fait, bon, un partout. Donc but de Chalobah sur un coup de pied arrêté, ce qui est quand même un comble contre Arsenal. Et puis ouais. égalisation de Mikel Merino, l'homme providentiel, qui était encore là pour faire le boulot comme avant-centre, en attendant le retour de Victor Gyökeres, que nous avons revu sur le terrain pour une dizaine de minutes en toute fin de match. Et quand tu parlais à l'un et l'autre entraîneur, tu sentais qu'il n'y avait pas vraiment énormément de regrets, que ce soit du côté de Maresca ou d'Arteta. Tous deux sortent d'une grosse période. Quand tu penses à Arsenal, c'est quand même le derby contre Tottenham, remporté de très belle manière, la victoire contre le Bayern sans discussion, et puis un match nul sur le terrain de son rival le plus proche en championnat d'Angleterre. Franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre, d'autant Ouais. plus qu'il devait jouer, je crois, pour la première fois en 124 matchs, sans avoir William Saliba ou Gabriel sur la feuille de match. Et on a vu en l'occurrence Mosquera et Hincapié s'acquitter très bien de leur tâche pour les Gunners, confirmant une nouvelle fois la profondeur de ce banc. Tandis que Chelsea, eh ben, je pense que là, ils nous surprennent un petit peu parce qu'ils étaient très, très inconstants au début Ouais. de saison. Et là, petit à petit, tu sens que le rythme est en train de venir et que ils sont là pour se battre pour le titre. Il n'y a absolument aucun doute. Bah, justement, j'allais y venir parce qu'effectivement, ils sortent d'une semaine très intéressante. Victoire Ouais, assez spectaculaire, en tout cas sur la feuille de match, face au Barça, et puis ce nul en tenant tête au leader, en infériorité numérique. ouais, Chelsea a perdu un match sur les 2 derniers mois, je crois. ouais. Il y a aussi une profondeur d'effectif du côté des Blues. Donc, ouais, il y a quand même. Et puis des vieux briscards, du vice dans cette équipe. Il y a quand même pas mal d'arguments pour voir ces Blues se battre longtemps, en tout cas. Oui, absolument. Tu dis, il y a du vice dans cette équipe. Quand tu as Enzo Fernandez, de toute façon, dans une équipe, je peux te Ouais, garantir, en effet, il y a du vice, hein. Ça, dans lui, il y a pas de problème de ce côté-là. Et c'est bizarre parce qu'en fait, c'est une équipe qui s'est créée après des bouleversements. Tu te souviens des bouleversements de l'effectif de bien Chelsea sûr, où ouais, ouais. le vestiaire était plus assez grand pour avoir tous ses joueurs, etc. Et là, tout compte fait, Maresca, il est en train de trouver son équipe. Il est en train de trouver son équipe. Il a mis du temps, mais c'est une équipe très agressive. C'est une équipe physiquement très costaude, qui a de l'expérience, mais également, il y a beaucoup de jeunes bon, de très très beaux talents, hein, en l'occurrence, Ouais. avec
une équipe très difficile à bouger. Défensivement, c'est beaucoup mieux que ce que c'était et qui petit à petit, encore une fois, est en train de trouver son harmonie. Ce n'était pas le cas en début de saison où c'était parfois tout bon et parfois tout mauvais, avec surtout de gros problèmes d'équilibre défensif. Là, ils ont fait de gros progrès dans ce domaine. Et du coup, en effet, tu vois, je regardais d'ailleurs leur calendrier. Je vois qu'ils sont en déplacement pour 2 matchs, mais le premier déplacement, c'est à Leeds. Tu les imagines très bien faire quelque chose là-bas. Ils vont ensuite à Bournemouth, un petit peu plus compliqué. Puis ils ont également Ouais. l'Atalanta en déplacement en Ligue des Champions. Mais tu sens que c'est une équipe qui peut faire quelque chose. Je pense qu'elle est encore un petit peu courte, hein, si jamais, pour être tout à fait honnête. Je crois qu'elle est encore un Ouais. petit peu courte pour être tout à fait au niveau d'Arsenal. Mais elle va rester dans la course, tu as tout à fait raison, jusqu'à la fin de cette saison. Ça ne fait pas le moindre doute. Bon, ce sera intéressant. Candidat au titre, pas forcément attendu, en tout cas pas parmi les premiers cités en Non. début de saison, mais ce sera intéressant à suivre. Je crois qu'il y a 6 points de retard sur Arsenal à l'instant où on se parle. Merci Philippe pour toutes ces analyses. On va nous basculer du côté de la Liga. On te souhaite une très bonne semaine et puis à lundi prochain. Allez, on rejoint la Liga et notre spécialiste du foot espagnol, Anna Caro. Salut Anna, j'espère que le week-end a été bon en Liga. En tout cas, il a été riche en enseignements. On va commencer par la fin et ce match nul, le troisième de suite pour le Real en Liga sur la pelouse de Gérone dimanche soir. Un Real encore décevant et encore Mbappé dépendant. On a l'impression de répéter les mêmes choses. Ouais, c'est un peu tous les week-ends la même chose pour le Real Madrid, ça s'enchaîne. C'est surtout assez inquiétant là parce que, comme tu as dit, c'est le troisième match nul du Real Madrid là en Liga. Il y a eu une victoire en Ligue des Champions, mais en vrai, si on regarde le score 4-3 contre l'Olympiakos, c'est pas non plus Ouais, hyper c'est pas fameux. flamboyant. Et c'est vrai que les doutes s'installent finalement autour de ce Real Madrid. Alors il y a un peu tout et n'importe quoi qui est dit parce qu'en fait c'est une crise, c'est une crise à la hauteur du Real Madrid, hein, quand on enchaîne 3 nuls en Liga. Il y a beaucoup de quêtes de réponses finalement. Alors, évidemment c'est facile de pointer Xabi Alonso. Le match, qu'il fait tactiquement hier contre Girona n'est pas bon parce que par exemple à la Ok. fin, il fait rentrer, Gonzalo Garcia à la 89e il me semble. Et il fait sortir en même temps Trent Alexander-Arnold, qui est sans doute son meilleur centreur. Donc faire rentrer Ouais. un numéro 9 fixe pour retirer le centreur, c'est quand même assez problématique. Mais il y a d'autres problèmes qui persistent, et on en avait un peu parlé déjà les semaines passées. Et c'est toujours ces joueurs comme Jude Bellingham, Fede Valverde et d'autres qui ne sont pas du tout au niveau auquel on les attend. Il y a eu énormément de déchets techniques sur cette rencontre, mais on peut aller au-delà de l'aspect technique, c'est des manques de concentration, des manques de rigueur sur le placement, des manques de pressing. Et on a un Xabi Alonso à la fin du match qui en est à tomber au sol quand une occasion est Ouais. ratée à la toute fin. Et on se dit, mais en fait, est-ce que il va bien déjà, premièrement, parce qu'il s'est posé la même question pour Hansi Flick la veille. Et est-ce que lui a les clés pour ce Real Madrid-là, parce que ensuite, en conférence de presse, il est resté dans son discours très positif, de dire la saison est encore longue, chaque match vaut 3 points, on peut très bien repasser devant, etc. C'est le discours qu'a eu derrière Kylian Mbappé en story Ouais. sur Instagram. Mais il y a du mal aujourd'hui à avoir une lueur d'espoir dans ce Real Madrid de Xabi Alonso, même si on se plaignait en début de saison qu'il n'avait pas forcément de 11 et qu'il alternait énormément au niveau des joueurs. Là, il semble avoir plus ou moins trouvé un 11. Le problème, c'est que ça ne gagne pas. Donc, il va encore falloir retravailler tout ça. Le grand gagnant du week-end au classement, c'est le FC Barcelone qui prend la tête. Victoire 3-1 contre Alaves, mais victoire imparfaite parce que les Barcelonais, ils ont été menés très très tôt dans la rencontre. Finalement, on a un leader qui n'est lui non plus pas extrêmement convaincant. On n'est pas à s'inquiéter pour le Barça comme pour le Real, mais on n'est pas sur un Barça très convaincant. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, non, on n'est pas sur un Barça hyper convaincant. Alors, il y a des bonnes choses dans ce match contre Alaves, c'est notamment le placement de Gérard Martin comme défenseur central gauche, dont on a pu voir les relances un peu
l'image de celle qu'on pouvait voir chez Inigo Martinez la saison Ouais. passée. Donc ça, par exemple, c'est un excellent point sur lequel il risque de s'appuyer Hansi Flick parce que c'est lui qui a fait monter en puissance Gérard Martin à ce poste-là. Donc voilà, il y a des bonnes choses. Il y a le très bon match de Lamine Yamal, le très bon match de Dani Olmo. Dani Olmo qui est hyper irrégulier, donc bon, en l'absence de Pedri, lui qui joue dans ce rôle un peu à la Pedri entre guillemets, si ça pouvait l'aider à avoir une forme de stabilité, ça serait une bonne chose pour le Real Madrid. Mais c'est sûr que si on regarde ce classement de la Liga, ce serait pour être une bonne chose pour le FC Barcelone, pardon. Mais oui, si on regarde le classement de la Liga, on a l'impression que personne vraiment ne veut de cette tête de la Liga et que c'est un leader finalement par défaut, le Barça, parce que le Barça a pas mal de problèmes, comme le Real Madrid, et pour autant aujourd'hui il est leader. C'est assez intéressant finalement parce qu'on est le 1er décembre et qu'on ne sait pas encore qui va remporter la Liga. C'était un peu le cas déjà l'année dernière, même si on pensait que le Real avait soldé la chose en étant largement en avance. Mais il y a d'autres concurrents en plus derrière qui font pression. Et Ouais. c'est globalement assez chouette pour la Liga d'avoir ce suspense-là, même si au final, on a quand même des gros clubs qui sont en difficulté et en difficulté dans le jeu et sans vraiment de garantie sur la suite de la saison. Donc c'est vrai que c'est un classement qui se fait un peu par défaut. Tu as parlé d'équipes qui mettaient la pression. Parmi elles, il y a Villarreal, équipe très intéressante dans ce début de saison, mais dont on aura peut-être l'occasion de parler un peu plus tard. Là, je voudrais qu'on se concentre sur l'Atlético de Madrid, si tu veux bien, Anna. C'est l'équipe la plus en forme sur les 10 dernières journées de Liga, celle qui prend le plus de points. On est sur 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues, du côté des Colchoneros. C'est une question qu'on se pose chaque saison. Est-ce que l'Atlético est en mesure de se mêler à la course au titre cette saison? Alors, si on regarde la qualité de l'effectif dont dispose l'Atlético cette saison, qui est quand même assez énorme, Très et fourni, ouais. si on regarde la qualité même du jeu qui est produit, parce que l'Atlético, par exemple, a battu l'Inter en Ligue des Champions, c'est pas un hasard. Il y a de très bons joueurs, il y a un schéma assez clair de la part de Simeone, qui sait parfaitement ce qu'il veut faire. Il a les Ouais. joueurs qu'il faut pour jouer le jeu qu'il veut pratiquer. Là, l'Atlético est sur une série absolument incroyable. Ils sont en 7 matchs invaincus, 15 victoires consécutives au Metropolitano. Enfin, c'est des chiffres voilà, qui parlent pour la confiance, pour beaucoup de choses. Peut-être le seul doute, entre guillemets, hormis du coup évidemment cette victoire contre l'Inter, c'est que toutes les précédentes victoires de l'Atlético, là récemment en championnat, c'est contre des entre guillemets petites équipes. Là, l'Atlético va jouer le Barça en cours de semaine. C'est un gros test pour voir si effectivement cet Atlético-là peut bousculer la hiérarchie en Liga. Et c'est vrai que ce match, qui est un match anticipé des journées de janvier, va jouer déjà énormément dans le classement pour savoir si ce Barça-là déjà est solide Ouais. et capable de gagner contre des gros, parce que ça n'a pas été le cas cette saison, et si l'Atlético peut poursuivre sur cette dynamique, parce que l'état d'esprit de l'Atlético, malheureusement, parfois, c'est un peu de s'apitoyer sur son sort et de se dire, en fait, nous, on reste le petit poussé, entre guillemets, de ces Ouais. deux gros cadors-là que sont le Real et le Barça, et pas vraiment pour passer un cap au-dessus, alors que c'est l'Atlético sans doute qui est le plus à même de passer ce cap aujourd'hui quand on regarde la forme des deux autres en tête de la Liga. Mais c'est une équipe qui marche très bien, qui aussi actuellement a très peu de blessés, ce qui lui fait plutôt du bien parce qu'ils ont retrouvé quelques joueurs clés, notamment au milieu de terrain. Et c'est vrai que cet Atlético-là a en tout cas toutes ses chances pour, pourquoi pas même remporter la Liga, parce que c'est un effectif qui est hyper complet, qui sait très bien où il va. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout tous les doutes que peuvent avoir les deux autres, comme le Real et le Barça. Et pourtant, il y en avait en début de saison des doutes sur cet Atlético qui avait énormément dépensé, énorme recrutement, jusqu'au milieu, fin du mois de septembre. C'est quand même très laborieux, y compris en Ligue des Champions où il y a une défaite contre Liverpool, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu des changements dans les choix des hommes? Est-ce que c'est tactique? Qu'est-ce qui a changé à l'Atlético?
Bah, finalement, si on regarde, pas grand-chose n'a changé. C'est juste qu'en fait, en tout début de saison, l'Atlético a mis du temps à incorporer ces nouvelles recrues, Ok. des recrues qui se sont blessés. Bah, si je pense à Alex Baena et Thiago Almada. En fait, c'est des Ouais. recrues qui ont été très vite importantes dans le 11 de Diego Simeone. Elles font des gros matchs sur leur premier match avec l'Atlético, mais voilà, elles passent par l'infirmerie, ça joue un peu sur l'équilibre de la rencontre. Et même d'ailleurs, le match que perd l'Atlético contre l'Espagnol, la première journée, c'est la seule défaite d'ailleurs de l'Atlético cette saison en Liga. La défaite arrive une fois que ces deux joueurs, Alex Baena et Thiago Almada, sont sortis par Simeone. Et Simeone dit derrière, bon bah voilà, je vais garder des leçons de tout ça parce que finalement, voilà, l'équilibre a été basculé suite à ça. Aujourd'hui, le 11 et même l'équipe globalement est beaucoup plus complémentaire. Diego Simeone arrive beaucoup plus à changer les hommes et sans que ça change réellement le jeu en lui-même. Et c'est vrai que avec des joueurs comme Griezmann, par exemple, qui peuvent sortir du banc, Sorloth, qui n'est pas forcément titulaire, il y a quand même une profondeur de banc qui est assez impressionnante et qui est voilà, une vraie variable d'ajustement. Il n'y a pas seulement des joueurs de complément sur le banc, c'est vraiment des joueurs qui sont capables de changer une rencontre. Et avec le soutien en plus ouais, d'un Wanda Metropolitano qui est quand même très important, bah, c'est notamment grâce à ça qu'ils arrivent à faire basculer l'Inter en Ligue des Champions. Bah, voilà, ils ont un peu tous les ingrédients réunis aujourd'hui pour, bah, en tout cas, espérer mieux et pourquoi pas prendre la place de leader à la fin de cette journée en cours de semaine. Ouais, on a vraiment, vraiment hâte de ce choc entre le Barça et l'Atlético mardi. On va suivre ça de près, toi aussi, on le sait, et on aura l'occasion d'en reparler dans le Tour d'Europe. Merci beaucoup, Anna. Bonne semaine avec donc cette journée de Liga en milieu de semaine. Et puis on te retrouve très vite dans le Tour d'Europe. Allez, on termine ce Tour d'Europe du côté de la Bundesliga. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris des nouvelles du championnat allemand avec notre spécialiste David Lortolari. Salut David, grand plaisir de te retrouver dans le Tour d'Europe. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé dans cette journée de Bundesliga avec avant tout ce choc qui opposait Leverkusen à Dortmund et puis grosse opération de cette journée pour le BVB. Complètement, complètement. C'est une surprise par rapport au contexte du moment parce que le Bayer Leverkusen, depuis l'arrivée de l'entraîneur danois Kasper Hjulmand, après la deuxième journée, le départ d'Eric Ten Hag, Leverkusen était la deuxième meilleure équipe comptablement du championnat derrière le Bayern. Donc on se disait, il y a de l'élan, il y a du dynamisme. Dortmund, qui n'a pas un jeu exceptionnel, très enthousiasmant, va peut-être buter contre cet adversaire-là, surtout à l'extérieur. Et le Borussia a été très solide, très réaliste, avec des individualités, dont Karim Adeyemi par exemple, et avec aussi un collectif fort, un peu digne du niveau Ligue des Champions de cette équipe. Et c'est Dortmund qui effectivement fait une très belle opération en allant s'imposer à l'extérieur et en envoyant un signal fort avant le milieu de semaine, puisque les deux équipes vont se retrouver, cette fois-ci à Ouais. Dortmund, en huitième de finale de coupe. Ce qui veut dire que le Bayer Leverkusen a un coup d'arrêt, mais ce qui veut dire aussi que Dortmund a de la ressource. Et malgré un jeu pas forcément toujours super sexy, Dortmund est toujours dans les équipes qui luttent pour la place de dauphin derrière le Bayern. Ouais, on a un haut de tableau extrêmement serré, à l'exception du Bayern qui a beaucoup plus de marge. Le Bayern qui s'est imposé 3-1 ce week-end contre Sampaoli. Alors, nouvelle victoire, mais on a l'impression, vu de l'extérieur, tu vas nous en dire plus, que c'est peut-être un peu plus laborieux ces dernières semaines pour le Bayern. Ça fait, je crois, 4 matchs de suite, toutes compétitions confondues, qu'ils encaissent le premier but dans un match. Est-ce que ça traduit voilà, des petites difficultés qu'on ne voyait pas il y a encore de ça quelques semaines? Oui, oui, très certainement. Alors, est-ce que c'est un peu de fatigue parce qu'on le sait, cette saison, effectif réduit, quelques blessés. On n'a pas pu compter sur Moussiala encore, on sait pourquoi. On n'a pas pu compter sur Alphonso Davies, le défenseur central à tout faire, Hiroki Ito, le japonais recruté de Stuttgart l'an dernier, vient de revenir seulement de blessure. Donc, il manquait de solutions un petit peu, peut-être côté Bayern pour Vincent Kompany pour complètement faire tourner. Donc, ça peut être peut-être un élément. Et puis, contexte, encore une fois, on était enserré cette journée de championnat, Arthur, entre la Ligue des Mhm. Champions, une défaite contre Arsenal où la dernière demi-heure a été très compliquée, et un match de coupe à venir qui va être accroché aussi
contre Union Berlin là en milieu de semaine. Donc le Bayern peut-être aussi est en mode un petit peu gestion et peut-être que dans la tête de certains joueurs, on est peut-être qu'à 90-95%, ce qui pourrait expliquer un petit peu de manque de concentration, un petit peu de lassitude. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu insolite. Le Bayern qui encaisse un but en premier, voire deux contre Fribourg. Ils étaient menés Ouais. 0-2 avant de se réveiller. On trouve des solutions en fin de match quand même. Ça, c'est l'ADN du club. On sait, les adversaires le savent et c'est pour ça qu'ils craignent le Bayern, Arthur. C'est que dans les 10 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes, dans le temps additionnel, souvent, le club fait la différence, soit par Harry Kane, soit par Luis Diaz, soit par quelqu'un d'autre encore. Et c'est pour ça que le Bayern s'en sort et creuse malgré tout son avance en tête du championnat. David, on voulait profiter de ta présence en Tour d'Europe pour faire un point sur le dossier Dayot Upamecano. C'est un dossier qui n'est pas tout récent, qui commence même à traîner à longueur. On résume très rapidement. Il est en fin de contrat l'été prochain. Il n'a toujours pas prolongé. À quel point est-ce que c'est un sujet bouillant en Bavière, le dossier Upamecano? Gros sujet, hein, bien sûr. Le directeur sportif Max Eber l'a dit, pour nous, ce serait le recrutement phare. C'est-à-dire un Ok. recrutement en interne, un joueur qui est déjà là, mais ce serait sous-entendu, ça veut dire un investissement important. Max Eberl et Christophe Freund, les deux directeurs sportifs, ont bien dit ce n'est pas une affaire d'argent. Alors le fait de dire ça, ça veut dire qu'il y a quand même des limites dans un club comme le Bayern. Évidemment, si on doit sortir 100 millions d'euros, on ne le fait pas sur n'importe quel joueur. Ça reste une rareté en Bavière. Mais ça veut dire qu'on tient beaucoup à ce joueur. Il y a plusieurs éléments dans l'équation, évidemment, Arthur, parce que le Bayern regarde aussi des plans B, des plans C. On a un œil avant tout sur Nico Schlotterbeck à Dortmund, parce que Schlotterbeck Ok. se pose des questions, qui est le meilleur défenseur central techniquement d'Allemagne, et il va s'imposer en équipe nationale petit à petit. Je pense que ce sera un joueur phare pour la Coupe du Monde, pour cette équipe allemande. Et bien sûr, le Bayern veut avant tout récupérer les meilleurs joueurs de Bundesliga. Donc Schlotterbeck, on regarde de très près. On regarde aussi, bien sûr, des joueurs qui pourraient être libres ou moitié libres. On pense à Loukeba à Leipzig, on pense à Konaté à Liverpool. Ces joueurs-là sont surveillés, on le sait, par les recruteurs au Bayern. Mais ça sous-entend qu'on ne garderait pas Upamecano, parce que bien sûr, Ouais. Upamecano, ça marche très bien, les deux sont complémentaires. On a des solutions de repli avec Minja et Kim. Donc oui, Dayot Upamecano, c'est le travail essentiel. Il y a une proposition déjà qui a été faite. On sait que le joueur réfléchit, il est bien en Bavière, il l'a exprimé. C'est un dossier compliqué parce que financièrement, bien sûr, ça veut dire qu'il faut s'aligner sur un salaire élevé et le Bayern n'a pas envie de refaire la même erreur qu'il avait commise avec Alphonso Davies, le Canadien, qui avait été prolongé à prix d'or avec un très gros salaire. Et comme on veut essayer de limiter un petit peu la masse salariale, c'est une question évidemment assez pointue. Est-ce qu'il y a une petite tendance d'un côté ou de l'autre? Parce qu'on a vu récemment passer des informations sur un éventuel accord d'Upamecano avec le Real. Forcément, il va intéresser beaucoup de clubs s'il ne prolonge pas son contrat. Ou est-ce que c'est vraiment trop difficile d'y voir clair? Non, alors c'est pas du tout pareil qu'un Harry Kane, par exemple. On s'est mis d'accord pour se décider en janvier-février avec Harry Ok. Kane pour une prolongation au Bayern. Je pense pas que ça soit un facteur clé. Pour Upamecano, évidemment, la tendance, c'est qu'il reste. Le problème, Ok. c'est que si Paris Saint-Germain, si Real Madrid font une offre hors limite, et là, il faut lire entre les lignes parce que, encore une fois, Max Eber, le patron du sportif, a dit ça n'est pas une affaire d'argent, mais il faut lire entre les lignes parce que, bien sûr, que si un club propose 50% de plus, le Bayern va être en difficulté. Il faut être clair là-dessus. Mais la tendance c'est qu'il reste parce qu'il a pris sa place, il s'est installé, il a convaincu, il est maintenant quelqu'un qui s'est rassuré, qui s'est vraiment installé dans l'environnement du club et qui veut aller chercher, comme les autres, la Ligue des Champions avec le Bayern. Tendance à rester, mais moi, je lis entre les lignes en disant si financièrement ça coince, là, il y aura une vraie possibilité de départ. On va le suivre, ce dossier Upamecano. Il nous intéresse forcément beaucoup avec notre œil français. Merci David pour toutes ces informations, toutes ces précisions. On te souhaite une très bonne semaine et on te retrouve très vite dans Tour d'Europe. À bientôt. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. Merci à toutes et à tous, encore une fois, pour votre fidélité. Comme chaque lundi, le rappel, c'est le même. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Tout ça nous aide énormément. Encore une fois, vous aurez aussi le FC Stream Team vendredi à retrouver. Voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour suivre l'actualité européenne et française du foot cette semaine. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à tous.